présente, hein, je suis Pauline Lécole. En effet, je suis enseignante-chercheuse à l'Institut Agro à Montpellier. C'est une école d'ingénieurs agronomes. Une partie des étudiants que je forme va travailler sur l'aménagement du territoire. C'est des étudiants qui ont entre 20 et 25 ans, pour vous donner une idée. Donc en effet, je suis rattachée au CEM, c'est le Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. C'est un labo de recherche qui est en fait associé à l'INRAE, hein, je pense que vous connaissez peut-être, c'est un institut de recherche national en agronomie et environnement en France. Et donc en effet, je suis économiste, je travaille en économie agricole et plus précisément sur les politiques publiques. Et en effet, comme l'a dit Paul, je co-anime le site internet qui s'appelle Cap Eye, et c'est l'œil sur la PAC. Et donc c'est sur ça que j'aimerais parler aujourd'hui, hein, sur la politique agricole commune. Donc en fait, ce que je vais vous présenter, c'est la PAC au prisme de la durabilité principalement environnementale. La PAC, c'est quand même une grosse politique publique, relativement complexe. Et donc là, l'angle que je vous propose, c'est vraiment cet angle de durabilité au regard des trajectoires. Hein, je vais vous donner un petit peu de visibilité historique des tensions actuelles qu'on a aujourd'hui sur la place de l'environnement et puis des perspectives, puisque la PAC, elle est en train de se réformer. Et donc, où est-ce qu'on se situe dans cette réforme ? Alors déjà, peut-être quelques mots, hein, sur cette politique agricole commune, parce que je ne suis pas sûre que vous soyez tous très familiers avec. Donc en fait, c'est une politique publique qui a été créée au moment de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. C'est une des politiques qui est vraiment fondatrice au moment de la création de l'Union européenne. Elle fait partie des principales et des premières politiques à avoir été créées. C'est une politique qui est commune entre les différents États membres de l'Union européenne. Au départ, on aidait les agriculteurs par des prix garantis relativement élevés. L'idée, c'était de les inciter à produire un peu plus, parce qu'en fait, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, il fallait nourrir les Européens. Et puis, ces prix garantis ont eu un certain nombre de conséquences, des conséquences de surproduction, avec des problèmes environnementaux qui ont été associés, et puis des conséquences aussi sur le commerce international. Dans les années 90, on a dû réformer notre politique agricole. On a arrêté de soutenir les agriculteurs avec des prix garantis élevés et on les a soutenus avec des aides directes. Aujourd'hui, on est encore dans ce système d'aides directes. Ce sont des aides qu'on donne directement aux agriculteurs. Les agriculteurs connaissent le montant de leurs subventions chaque année et il est relativement stable d'une année sur l'autre. Aujourd'hui, la PAC, elle représente à peu près 53 milliards d'euros par an. C'est un des principaux budgets à l'échelle de l'Union européenne, hein, dans les politiques qu'on a communes à l'échelle de l'Union européenne. C'est un énorme budget. Et donc, vous allez voir que dans l'histoire, bien souvent, il faut pouvoir argumenter, pouvoir maintenir ce budget, parce qu'en fait, il est relativement élevé. Et donc, on peut entendre un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément favorables à avoir un budget de la PAC aussi élevé. Au moment de la création de la PAC, on était finalement très peu d'États membres, hein, on était 6 au tout départ. Aujourd'hui, on est 27. Ça veut dire qu'on a des institutions européennes qui ont dû évoluer au regard des élargissements successifs de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne ? Pour vous donner une idée, parce que finalement, cette communauté autour de la politique agricole, on a une commission européenne, donc qui est en fait un équivalent d'un ministère d'un gouvernement avec des ministres. Donc on a un commissaire européen à l'agriculture, c'est Christophe Hansen. C'est eux qui sont à l'initiative des règlements. La PAC, c'est un ensemble de règlements. Donc c'est eux qui vont écrire les premiers, qu'est-ce qu'on va trouver dans le règlement de la PAC. Ensuite, c'est négocié. C'est négocié par les parlementaires, les députés européens qui représentent les citoyens européens qui sont élus. Et c'est négocié aussi par les ministres de l'agriculture. Et donc, en fait, chaque institution, donc au sein du Parlement et au sein du Conseil des ministres, ils vont négocier sur le texte qu'a écrit la Commission européenne. Et à partir de là, ils vont négocier aussi entre eux. Donc c'est pour vous dire que la PAC, c'est déjà un résultat historique. D'accord ? Il y a vraiment une politique qui existe depuis très longtemps, mais aussi c'est un résultat d'un consensus politique. La PAC, c'est une politique agricole, mais c'est une politique publique qui est extrêmement politique. Il y a vraiment toute une activité de lobby derrière, et donc c'est sur la politique agricole, c'est une des politiques où on voit le plus cette marque politique au sens strict. Alors, dans la PAC, il y a plein de façons de soutenir les agriculteurs. Là, je vous ai fait une représentation à partir de petites images, parce que sinon, c'est vite relativement complexe.
Donc la première image, qui est celle de gauche, qui prend la moitié de l'écran, c'est une façon de représenter, avec les petits euros, là, le petit tas d'euros et le drapeau européen, c'est une façon de représenter le soutien aux revenus. Les agriculteurs touchent dans la PAC des aides directes qui sont dirigées vers soutenir leurs revenus. Je vais revenir plus précisément sur ça dans la présentation, mais je voulais aussi vous présenter d'autres types d'aides qui existent dans la politique agricole, qui, en fait, là, j'ai représenté comme si elles étaient à peu près de taille identique en termes de volume financier. C'est pas du tout le cas, hein. Les aides aux revenus, c'est ce qu'on appelle le premier pilier de la PAC, grosso modo. C'est quand même principalement le gros budget qu'on a dans la politique agricole. Le second pilier, c'est en fait l'exemple avec les plusieurs petites images. Là, c'est 20% du budget de la PAC, c'est beaucoup moindre, c'est bien moindre. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? En fait, c'est plutôt des aides associées au projet des agriculteurs. Donc, par exemple, là, j'ai montré en situation de montagne, c'est quand vous êtes en situation de montagne, la politique agricole est là pour vous soutenir, pour vous aider à vous maintenir, parce qu'on sait que produire dans ces zones-là est difficile et que c'est important pour la politique qu'il y ait des agriculteurs dans les zones de montagne, pour diverses raisons d'attractivité du territoire, de maintien de la biodiversité. Et donc, on soutient l'agriculture de montagne. La deuxième petite image, le coquelicot, c'est une façon de représenter le soutien à des pratiques environnementales. Dans la PAC, on est vraiment dans cette logique-là, où il y a certaines mesures où on va soutenir l'adoption de pratiques qui sont bonnes pour l'environnement, avec des contrats qui sont passés sur 5 ans entre les agriculteurs et l'État. Ensuite, la petite image là sur le marché, c'est une façon de dire, si vous avez un projet de vente, par exemple, en circuit court, eh bien, la PAC peut vous aider dans vos investissements. Par exemple, vous avez besoin d'acheter un camion frigorifique, eh bien, la PAC va vous aider. Si vous avez aussi besoin d'acheter de nouveaux matériaux, voire de rénover vos bâtiments, là aussi, la PAC peut vous aider. Et la dernière image, c'est pour dire aussi que dans le développement rural, il n'y a pas que l'agriculture. Il y a aussi une entrée très zone rurale, de façon beaucoup plus large, plutôt aménagement du territoire dans les zones rurales. Et donc là aussi, la PAC participe au développement rural au sens beaucoup plus large et pas seulement agricole. Alors pour revenir sur la question de la sécurisation des revenus, c'est une des questions qui est très importante aujourd'hui pour les agriculteurs européens. J'imagine que chez vous c'est la même chose. Pour sécuriser les revenus, finalement, on peut dire qu'on a deux grands types d'outils. Le premier, c'est ce que j'ai représenté par l'image de gauche, c'est ce dont j'ai déjà un peu parlé, c'est les soutiens aux revenus, les soutiens directs. Ce sont des soutiens qui sont en fait touchés par les agriculteurs européens de façon chaque année, avec un montant qui est connu, qui évolue relativement peu, et surtout qui n'est pas dépendant de ce qui se passe autour. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant des variations de rendement, il n'est pas dépendant des variations de prix. C'est un montant qui est distribué chaque année de façon quasi automatique. Alors je dis quasi parce qu'il y a des critères quand même, des conditions d'éligibilité, mais c'est un montant que les agriculteurs connaissent et vont toucher chaque année. L'idée là, c'est d'assurer un revenu minimal qu'on va garantir aux agriculteurs européens. La deuxième image, c'est une façon de sécuriser le revenu qui est relativement différente, puisque là, c'est une façon de représenter les aléas, les chocs, des chocs liés au rendement, par exemple. Et bien dans ce cas-là, on peut soutenir les agriculteurs pour amortir ces chocs-là. Et dans ce cas, on n'est pas dans le soutien au revenu, mais plutôt dans la stabilisation du revenu, c'est-à-dire limiter la volatilité des revenus sur le long terme. Si je m'arrête sur ce deuxième outil, et puis je reviendrai sur le premier après, sur l'outil de stabilisation des revenus, c'est ce qu'on appelle les outils de gestion des risques liés aux aléas, par exemple climatiques. Et finalement, en regardant, je me suis rendu compte que les outils liés à la stabilisation des revenus qu'on a aujourd'hui dans la PAC, ils sont relativement proches avec ce qui existe ici au Canada. On a des assurances, alors une assurance multirisque climatique des récoltes. Donc là, la PAC, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle va aider l'agriculteur dans sa cotisation. Elle subventionne la cotisation de l'agriculteur à cette assurance-là. On a aussi des fonds de mutualisation. Ces fonds de mutualisation, c'est la même chose. La politique agricole, elle va aider la cotisation, elle va subventionner la cotisation de l'agriculteur. Un point qui est relativement différent, c'est qu'en fait, tout ça chez nous, c'est privé. Les assurances sont gérées par des assureurs privés.
Les fonds de mutualisation sont gérés par les producteurs qui sont organisés en organisation de producteurs. C'est une différence quand même relativement marquante. Mais sinon, grosso modo, ça fonctionne de façon assez proche. Et le dernier outil, c'est l'instrument de stabilisation des revenus. Donc là, je pense que ça peut peut-être vous faire penser à des instruments que vous connaissez. Je crois que c'est AgriStabilité, où en fait, on assure finalement sur la marge qu'il n'y ait pas trop de volatilité sur cette marge, de variation sur la marge. Finalement, c'est aussi un petit peu l'idée de cet outil-là, qui est un outil qui est apparu de façon très récente dans la politique agricole. Depuis 2014 seulement, il est arrivé, et mis en place très progressivement dans les États membres. Donc ces outils, vous pourriez me dire, donc finalement, on a des politiques qui se ressemblent. Pas tant que ça, parce qu'en fait, ces outils de stabilisation des revenus, chez nous, ils sont très peu mobilisés par les États membres dans la PAC. Pourquoi est-ce qu'ils sont peu utilisés? Parce qu'en fait, la PAC, c'est quand même une grosse machinerie. Et donc, les outils d'assurance sont finalement assez peu adaptés aux conditions, sont assez peu adaptés aux filières, sont peu adaptés aux zones géographiques. Ils ont des seuils de déclenchement qui sont relativement élevés. Donc, par exemple, il faut avoir 30% de perte de rendement. C'est quand même pas complètement adapté. Les risques que connaissent les agriculteurs, régulièrement, ils peuvent avoir des baisses de rendement qui sont moindres et avoir quand même besoin de s'assurer. Et donc, les États membres, ils n'utilisent pas les outils qui sont dans la PAC, ces outils-là, ils utilisent plutôt leurs outils nationaux. Leurs outils nationaux, en fait, ils sont plus flexibles, ils sont plus adaptés aux conditions, ils sont plus faciles à mettre en œuvre. Et donc, quand on regarde, je me suis dit, d'un point de vue budgétaire, qu'est-ce que ça représente, ces outils de stabilisation des revenus? C'est 4,6 milliards d'euros de dépenses publiques. Alors, on fonctionne par période dans la PAC. Donc là, on est dans la période 2023-2027. Grosso modo, c'est 1% du budget de la PAC. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, ces outils, qui chez nous ressemblent à ce que vous faites chez vous, en fait, ils sont très peu mobilisés à l'échelle européenne. Alors du coup, comment est-ce qu'on aide nos agriculteurs? Eh bien, en fait, on a 60% du budget de la PAC, qui est quand même le gros morceau, qui est dédié aux revenus. Donc, ce qui correspond à la première image que je vous ai montrée, vraiment de soutien aux revenus. J'essaie de faire attention sur le vocabulaire et je prends le temps aussi de bien définir chaque chose, parce que je me suis rendu compte que des fois, on utilisait des mêmes mots et qu'on n'avait pas forcément la même façon on n'avait pas forcément les mêmes instruments qui sont derrière. Et donc, je vais vous expliquer ces aides aux revenus, de quoi il s'agit. Alors déjà, en fait, on a une addition de paiements. Les paiements s'additionnent les uns aux autres. Le premier paiement, c'est celui qu'on appelle le paiement de base. Ce paiement de base, il est touché par les agriculteurs quand ils le demandent. Alors, il y a un certain nombre de conditions qu'ils doivent respecter. Par exemple, des conditions liées à l'environnement, on en reparlera plus tard. C'est par exemple avoir des bandes tampons le long des cours d'eau. C'est des conditions qui ne sont pas très exigeantes. Des conditions aussi liées au bien-être animal. Ce paiement de base, il est très facilement accessible pour les agriculteurs européens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dépend pas du rendement, il ne dépend pas des coûts de production, il ne dépend pas des prix. Il dépend de l'enveloppe qui va être disponible pour ce paiement de base, et on va le diviser par le nombre d'hectares qu'on estime d'agriculteurs qui vont demander ce paiement de base. Donc c'est vraiment complètement déconnecté de la réalité qu'il y a sur le terrain économique que les agriculteurs peuvent connaître. Là, je vous ai mis le montant, c'est le montant en France, on est à 127 € par hectare. L'idée de ce paiement de base, c'est vraiment qu'on soit dans une logique d'assurer d'un socle de financement qui permette l'épargne de précaution, qui permette l'accès aux investissements, l'accès au crédit. C'est vraiment ça la logique de ce paiement de base-là. Et puis, au-dessus de ce paiement de base, on peut toucher ce qu'on appelle la surprime, un paiement en plus additionnel. Ce que vous avez vu, le paiement de base, il est distribué en euros par hectare. Ça veut dire concrètement que la politique agricole commune, elle va donner plus d'argent aux structures qui sont plus grosses. Et ça, de plus en plus, c'est difficile à accepter par les contribuables, par les citoyens européens, pas que, mais en tout cas par eux. Et donc l'idée de cette surprime, c'est de dire on ne peut pas concentrer les aides sur très peu d'agriculteurs qui sont de très grande taille. On veut redistribuer vers celles qui sont plus petites, voire moyennes. Donc c'est l'idée de cette surprime-là, c'est de favoriser les exploitations qui sont un peu plus petites. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elles ont une logique aussi, elles sont un petit peu plus pourvoyeuses d'emplois, et c'est une question centrale aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne. C'est pareil, là, les montants que je donne, ce sont des montants à l'échelle française. Par-dessus, on peut avoir un nouveau paiement, encore,
additionnels sont ce qu'on appelle les écorégimes. Ces écorégimes-là, ils sont associés à des pratiques liées à l'environnement. Ça a été relativement récent, chez nous, en 2014, où on a dit une partie des aides aux revenus sont conditionnées à des pratiques environnementales. C'est pas rien, ça a été un grand tournant dans l'histoire de la politique agricole, où finalement, cette question d'avoir un revenu minimal est conditionnée, en partie, par des pratiques bénéfiques pour l'environnement. Grosso modo, ces pratiques, par exemple en France, c'est avoir une certification environnementale, c'est par exemple avoir une diversité des assolements, maintenir des prairies permanentes. Ils sont relativement différents. Selon les États membres, ils ont des marges de manœuvre pour choisir les pratiques qui vont récompenser par ce paiement additionnel. Ensuite, on a un paiement pour les jeunes agriculteurs. On est là dans des paiements qui sont distribués chaque année par exploitation. Le paiement pour les jeunes agriculteurs, c'est en plus d'un paiement d'aide aux investissements. C'est-à-dire que quand vous vous installez en tant que jeune agriculteur, on vous donne 20 ou 30 000 euros, c'est pour les investissements. L'idée de cette aide-là, c'est un petit peu différent. C'est une aide à la trésorerie. Quotidiennement, on se rend compte que c'est pas si facile que ça au début, au moment de l'installation. Donc, on vous donne un petit pécule en plus. Cet argent-là, il est vraiment dans une logique d'aider les jeunes agriculteurs à se maintenir sur le long terme. La question du renouvellement des générations va être une très grande question, et l'est déjà à l'échelle de l'Union européenne. La moyenne d'âge des agriculteurs européens aujourd'hui, c'est 57 ans. Donc on va arriver vraiment dans un tournant où il faut assurer le renouvellement des générations. C'est une des façons qu'on développe pour pouvoir assurer ce maintien-là. Et puis en plus, on a des aides couplées, qui là sont des aides en fonction du type de production. C'est principalement sur des productions qu'on estime soit stratégiques, soit un petit peu vulnérables. Et donc là, les États membres peuvent choisir les types de productions sur lesquelles ils veulent rajouter des aides. Ça peut être distribué par hectare, si c'est des productions végétales, par tête d'animaux, si ce sont des productions animales. Donc voilà, ça c'est les aides aux revenus, comme nous on les entend. Donc vraiment, c'est une addition de paiements successifs dont les montants, je le redis encore, dépendent de l'enveloppe qu'on va dédier, par exemple, aux écorégimes. Et donc, on regarde cette enveloppe-là, le nombre d'hectares qui vont être admissibles, et on divise l'un par l'autre. Donc, ce sont des paiements qui sont relativement prévisibles. Comme on marche par période de programmation, on sait exactement sur 7 ans combien est-ce qu'on va avoir de budget. Grosso modo, le nombre d'hectares ne change pas, n'est pas doublé d'une année sur l'autre. Donc, en fait, ce sont des paiements prévisibles. Et c'est vraiment ça, l'idée de ces aides aux revenus, c'est de donner vraiment une visibilité sur le moyen terme pour les agriculteurs européens. Vous le voyez, c'est des paiements qui poursuivent beaucoup d'objectifs. On a des objectifs économiques, des objectifs environnementaux, des objectifs de renouvellement des générations, de soutien à des filières en difficulté, de redistribution des aides. Donc finalement, il y a beaucoup de choses dans ces aides aux revenus. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu stratégique de la part de la politique agricole, c'est de dire on poursuit aussi des intérêts collectifs avec ces aides aux revenus. Ce ne sont pas seulement des intérêts privés d'assurer un revenu aux agriculteurs, ce sont aussi des intérêts collectifs par le renouvellement des générations, par l'environnement. Et donc, ça permet aussi de donner de la légitimité et de l'acceptation sociale à cette politique qui coûte très cher à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, combien est-ce que nos agriculteurs gagnent à l'échelle de l'exploitation ? Parce que je vous ai donné les montants en France en euros par hectare. Alors, à l'échelle des exploitations, en Europe, on est à 6 500 euros par an. Et à l'échelle française, on est à 24 000 euros. Pourquoi il y a une si grande différence ? Tout simplement, une différence de structure à l'échelle de l'Union européenne. On a beaucoup plus de petites exploitations. Vous le voyez, là, on en a 48% des bénéficiaires qui font moins de 5 hectares, ce qui automatiquement fait baisser la moyenne par exploitation agricole. En France, on est à 24 000 euros, donc en fait, parce qu'on a finalement peu d'exploitations qui sont de très petite taille, tout simplement. Ce qui est intéressant, au-delà du montant, c'est ce montant-là, qu'est-ce qu'il représente pour les agriculteurs européens ? Alors, à l'échelle européenne, j'ai regardé des chiffres de 2025 relativement récents sur la part des subventions dans le revenu des agriculteurs européens. Eh bien, en moyenne, c'est 23%. Ça démontre une assez forte dépendance aux subventions, au soutien aux revenus, parce que là, je me limite vraiment uniquement au soutien aux revenus, pas à toutes les autres aides qui pourraient exister. Et il y a une grande disparité entre taille d'exploitation agricole, mais aussi entre types de production.
Il y a des productions qui sont extrêmement dépendantes des aides de la PAC. Donc, par exemple, ce sont les exploitations qui vont être en polyculture, polyélevage. Là, 40% de leurs revenus dépendent des aides de la PAC. Les exploitations en céréales, par exemple, c'est grosso modo 30% de leurs revenus qui dépendent des aides de la PAC. Il y a des productions qui sont relativement peu aidées, en montant absolu, et du coup, relativement, dans leurs revenus, ça représente assez peu. Ça va être, par exemple, l'élevage porcin. Et touche finalement très peu d'aide de la PAC. Donc ça, c'est pour vous donner aussi l'idée que je vous donne un peu des moyennes, mais il y a de très fortes disparités entre types de production et entre exploitations, entre tailles d'exploitation. Alors donc la PAC, je vous l'ai montré, on a une forte dépendance des agriculteurs européens. En fait, cette dépendance, elle est souvent mal vécue. Souvent, les agriculteurs, ils nous disent, en fait, on voudrait des prix, on voudrait bénéficier de prix, on ne veut pas forcément des primes. Et donc ça, c'est difficile, parce que ça fait aussi référence à l'histoire de la PAC, je vous l'ai dit au tout début. Avant, on aidait par les prix. Maintenant, on aide par des primes. Et donc ça, c'est très mal accepté. On entend souvent des agriculteurs qui vont nous dire « on n'est pas fonctionnaire de l'Union européenne, ça ne nous intéresse pas, en fait ». Et donc ça, ça reste quelque chose qui est difficile à vivre. Malgré tout, les agriculteurs et leurs représentants, ils défendent un budget important pour la PAC parce que c'est une façon de soutenir leurs revenus et une façon de soutenir le secteur agricole, mais ils sont très critiques vis-à-vis de la PAC. C'est pas parce qu'on défend un budget fort qu'on est content sur la façon dont il est dépensé. Et donc là, je vous ai mis 2 images. La première, c'est « On marche sur la tête ». C'est issu de manifestations qui ont été très fortes en 2024 et 2025, à l'échelle française, mais pas seulement, à l'échelle de toute l'Union européenne. Il y a vraiment eu un mouvement partagé. Et là, on marche sur la tête, c'est dire, en fait, la politique et ce qu'on nous demande, ça n'a plus de sens. Ça n'a aucun sens par rapport à ce que moi, je connais de mon exploitation agricole. Et donc, les agriculteurs français ont retourné pour montrer à quel point on marchait sur la tête, les noms de leur village et de leur ville, ils les ont mis à l'envers. C'est une façon de montrer leur mécontentement. La deuxième image, c'est la terre se laboure avec du savoir-faire, pas un ordinateur. Je pense que ça, vous êtes aussi familier avec ces questions-là. C'est vraiment de dire, c'est trop compliqué. Il faut simplifier, on passe trop de temps sur notre ordinateur, c'est pas pour ça qu'on est devenu agriculteur. Et donc, la deuxième partie de mon exposé, c'est de vous montrer quelles ont été les réponses face à cette question de simplification de la politique agricole et cette question aussi d'adapter davantage les politiques agricoles à un contexte local. Et je vais essayer de vous présenter ça sous l'angle de la durabilité environnementale. Donc sur le premier aspect, sur la simplification, c'est pas nouveau, on essaie de simplifier la PAC depuis les années 90. Ça marche pas vraiment, moi je travaille sur la PAC depuis un certain nombre d'années maintenant, et elle n'a jamais été aussi compliquée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pourquoi les années 90 ? Parce que c'est le moment où en fait on est passé des prix garantis aux aides directes. Distribuer des aides directes, ça veut dire à qui est-ce qu'on les distribue, comment on les distribue, sur quelle base. Donc, il faut des critères d'éligibilité, des conditions d'éligibilité, du contrôle pour vérifier qui touche quoi. Donc, du coup, ça a généré une très forte complexité et on a du mal à en sortir. Et donc, jusqu'à 2023, on avait des règles qui étaient les mêmes pour tous les États membres. Bon, je ne sais pas si vous connaissez bien l'Union européenne, mais entre l'Espagne, le nord du Danemark, la Grèce, ça n'a rien à voir les conditions. Donc en fait, les États membres, ils demandaient toujours un certain nombre de dérogations ou d'exemptions. Donc on avait un règlement de la PAC qui était très compliqué et très long finalement. Et donc sur le terrain, ça devenait un véritable casse-tête. On n'arrivait plus vraiment à savoir qui fait quoi et où, tellement ça devient compliqué. Et donc en 2024, face aux demandes, aux revendications des agriculteurs de simplifier cette politique agricole, la Commission européenne a proposé ce qu'on a appelé le paquet simplification. C'était une révision express de la PAC. Ce qui est intéressant dans ce paquet simplification, et ce pourquoi j'en parle aussi aujourd'hui, c'est parce qu'on a observé un assouplissement des normes environnementales. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de simplifier une politique publique. On peut la simplifier d'un point de vue administratif, simplifier les règles. Là, un des choix qui a été fait, parce que, pas tout évidemment, mais un des choix qui a été fait, c'est de simplifier l'exigence qu'on demande d'un point de vue environnemental aux agriculteurs. Ce qui est quand même une différence.
en sachant que dans les revendications des agriculteurs, les normes environnementales, elles n'étaient pas du tout comme les premières revendications. Ils ne critiquaient pas forcément en premier le fait qu'il y ait trop de normes environnementales. Ce qu'ils critiquaient, c'était ils ont des difficultés financières, la PAC c'est trop compliqué, il y a un décalage entre ce qu'on fait sur le terrain et ce que les décideurs nous proposent, mais les normes environnementales, alors que ça a été une des principales réponses de la Commission européenne, ce n'est pas forcément la principale demande des agriculteurs européens. Et ça, eh bien, en fait, on se demande si là, on n'est pas un petit peu à un tournant dans l'Union européenne sur la place qu'on donne à l'environnement. Parce que jusque-là, à partir des années 90, on avait une place de plus en plus importante donnée à l'environnement. 90, je vous l'ai déjà dit, on était dans un moment de crise de surproduction avec des problèmes environnementaux. On a dit il va falloir faire rentrer dans la PAC l'environnement et on lui a donné une place de plus en plus importante jusqu'à arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle la logique de l'argent public pour des biens publics environnementaux. C'est vraiment de dire que on va assurer un budget important à la politique agricole, c'était l'argument, parce que cette politique agricole récompense la fourniture de biens publics environnementaux. Elle participe à avoir des paysages ouverts, elle participe à un maintien de la biodiversité, elle participe à l'amélioration de la qualité de l'eau, par exemple. Et donc, c'était une façon de justifier l'intervention, l'argent public, par les biens publics environnementaux. Et donc, comment ça s'est traduit aujourd'hui, ce qu'on appelle l'architecture verte, c'est dire la place de l'environnement dans les subventions de la PAC. Eh bien, en fait, il y a plusieurs niveaux. On en a 3. Le niveau de base, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est ce qui correspond à la conditionnalité. C'est les règles de base qu'on demande aux agriculteurs de respecter pour pouvoir toucher les aides. Donc, c'est par exemple les bandes tampons le long d'un cours d'eau. Cette conditionnalité, elle est arrivée dans les années 2000. Elle est relativement ancienne, elle est complètement, on va dire, les agriculteurs sont tout à fait habitués à respecter cette conditionnalité. Au-dessus, je dis au-dessus parce que c'est un niveau d'exigence environnementale qui est supérieur, on a les écorégimes, que vous connaissez maintenant, c'est une partie des aides aux revenus associées à des pratiques environnementales. C'est vraiment lié revenus et durabilité environnementale. Ces écorégimes-là, je vous l'ai dit, ils sont rentrés en 2014 dans la politique agricole, un vrai tournant. J'ai mis, en termes de budget, ça représente 15% du budget de la PAC, donc vous voyez que c'est quand même assez important. Et les montants, j'ai donné les montants français comme tout à l'heure. C'est relativement complexe finalement d'avoir les montants dans les différents États membres aujourd'hui. Et par-dessus ça, pour les agriculteurs volontaires, on peut aussi passer des contrats agro-environnementaux et climatiques qui, d'un niveau d'exigence, est encore supérieur. Et donc là, ces contrats, ils sont passés pour une période de 5 ans. Ils représentent 11% du budget de la PAC. Donc vous voyez, tout cumulé, finalement, rien que cette architecture verte, il y a quand même un pourcentage du budget de la PAC qui est assez important, dédié à l'environnement. Et donc, ces mesures agro-environnementales et climatiques, elles sont arrivées en 92 au moment du tournant. Donc, l'idée là, c'est de vous montrer qu'en fait, dans l'histoire de la politique agricole, au fur et à mesure, on a eu une entrée de l'environnement de plus en plus forte, jusqu'à arriver aujourd'hui à associer le revenu des agriculteurs à des pratiques bonnes pour l'environnement, dans le sens du coup de cette durabilité environnementale. Toujours dans cette lignée de toujours plus d'environnement, en 2019, à l'échelle bien plus globale, pas que la PAC, on a eu le Green Deal d'Ursula von der Leyen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le pacte vert. Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne. Elle a été élue pour son premier mandat en 2019. Elle avait un grand projet pour l'Union européenne. Ce grand projet, c'était que l'Union européenne soit neutre en carbone. Et donc, c'est une orientation qui est donnée aux politiques publiques. Après, à charge, aux politiques publiques financées par l'Union européenne, d'aller dans le sens du Green Deal, de montrer qu'on va dans ce sens-là. Pour le secteur agricole, les objectifs qu'on avait, c'est des objectifs de réduction dans l'utilisation des pesticides chimiques, des objectifs de réduction des pertes de nutriments, de réduction dans l'utilisation des engrais chimiques, de réduction des ventes d'antibiotiques pour les animaux et le développement de l'agriculture bio. Quand c'est sorti, ça a fait grand bruit. Parce qu'à l'échelle de l'Union européenne, il y a un certain nombre d'agriculteurs et de représentants qui sont inquiétés du niveau de production agricole de l'Union européenne. Parce qu'en effet, il y a eu un certain nombre d'analyses d'impact qui disaient « si vous faites ça, vous allez voir, c'est l'USDA par exemple qui l'a fait, vous allez voir une diminution de votre production agricole de l'ordre de moins 5 à moins 15%. » Il y a un certain nombre de défenseurs
d'intérêts agricoles qui défendent, eux, l'entrée d'exportatrices de l'Union européenne, que ça inquiète, cette diminution de production. Ils ont estimé aussi que ça faisait une diminution de 28% des gaz à effet de serre. Donc, ils montraient que c'était une politique, des orientations qui pouvaient être très fortes sur la limitation des gaz à effet de serre, en sachant que ce sont les gaz à effet de serre liés à la production agricole. Donc, une orientation très ambitieuse qui était donnée. Et donc, vous le voyez, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est la place de l'environnement de plus en plus importante jusqu'à maintenant, finalement. Aujourd'hui, vous le savez, le contexte géopolitique, il est très complexe. On a eu le Covid, on a la guerre en Ukraine, en Europe. Et en fait, ça a changé la façon de voir les choses très fortement, puisque maintenant, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, on a changé de nom de ministère de l'Agriculture. Maintenant, nous, en France, on a un ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et c'est devenu un des mots principaux qu'on entend dans les discours et qu'on retrouve ensuite dans les textes pour montrer l'importance qu'est la souveraineté alimentaire. Et la question, c'est est-ce que c'est au détriment de l'environnement ? Puisqu'en fait, de plus en plus, on se demande où est la place donnée à l'environnement dans les réformes actuelles. Et donc 2024, nouveau mandat d'Ursula von der Leyen, second mandat à la tête de la Commission européenne, et quid du Green Deal ? En fait, ce pacte vert, on n'en parle plus. Quand on regarde, on est en ce moment dans la nouvelle proposition pour la future PAC, et il n'y a pas un mot dans le règlement qui a été proposé par la Commission européenne sur le Green Deal. Alors qu'il y a quelques années, on ne parlait que de Green Deal à chaque fois, il fallait que les États membres montrent qu'ils allaient dans le sens du Green Deal. Aujourd'hui, le Green Deal, on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il vaut. Aujourd'hui, ce qui donne les grandes orientations, ce qu'on retrouve dans les textes comme étant les grandes orientations qu'on donne au secteur agricole, c'est ce qu'on appelle la vision de l'agriculture. C'est un document qui a été écrit par le commissaire européen à l'agriculture. Et donc cette vision, c'est elle qui va donner les orientations. Et donc quand on écrit les règlements de la PAC, on doit aller dans le sens de la vision du commissaire européen. Et donc il y a un think tank européen, c'est l'IEP, l'Institute for European Environmental Policy, qui a fait un petit travail. Et qui s'est dit, en fait, je vais comparer les documents. Ils ont compté les mots, tout simplement, entre la Farm to Fork, c'est la stratégie du Green Deal pour le secteur agricole. Donc, Farm to Fork, la première colonne, c'est pour le Green Deal. La deuxième colonne, c'est pour la vision. Et donc, pour montrer finalement qu'on est à un tournant dans la place de l'environnement, qu'on donne à l'environnement, ils ont fait ce petit comptage de mots. Et donc, quand on parlait de pacte vert, la durabilité, elle arrivait 143 fois. L'environnement, 45. Aujourd'hui, dans la vision, ce qui donne les orientations pour le secteur agricole, la durabilité, on la retrouve 53 fois et l'environnement, 33 fois. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme mots qui sont les beaucoup plus utilisés ? L'agriculteur, la compétitivité et l'innovation. C'est une façon de vous montrer que on se situe, il me semble, à cette période, à ce tournant-là, sur la place donnée à l'environnement, qui semble devenir plus à la marge au détriment de la souveraineté alimentaire. Et sur les marges de manœuvre laissées aux États membres, parce que vous vous souvenez, on a cette question, en plus de la simplification, de l'adaptation de la politique publique aux contextes nationaux, la Commission européenne, pour répondre à cette question, a dit, en fait, je vais donner beaucoup plus de marge de manœuvre à mes États membres. Donc, c'est de la simplification pour la Commission européenne, pas forcément pour les États membres, qui du coup se retrouvent en charge d'une partie des plans nationaux, de l'application des plans nationaux. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le nouveau modèle de mise en œuvre. C'est récent, 2023, ça veut dire qu'en fait, les États membres, aujourd'hui, ils sont en charge de se donner leurs propres objectifs. Quel est mon objectif en termes de renouvellement des générations ? Combien d'agriculteurs je vais installer ? Quels moyens est-ce que je vais mettre en termes de mesures, type de mesures, contenu, critères d'éligibilité pour aller dans le sens d'un renouvellement de génération ? Donc avant, on avait un règlement qui disait tout, qui était le même pour tout le monde. Aujourd'hui, on a un règlement où en fait on dit, par exemple, un jeune agriculteur, chaque État membre choisit sa définition. Donc vous voyez, ça n'a plus du tout la même consonance. Plus de responsabilités aussi données aux États membres, puisque ils sont en charge d'atteindre les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes donnés. Mais on a quand même une validation par la Commission européenne. Elle est quand même toujours là pour vérifier qu'est-ce que les États membres font, est-ce qu'ils vont bien dans le sens de ce qu'elle a écrit dans son document quand elle s'est donné des orientations. Ça a eu comme impact qu'en fait, à l'échelle des capitales, des nations, on a revu la compétence sur la politique agricole revenir. Avant, tous ceux qui connaissaient la PAC, ils étaient à Bruxelles.
Aujourd'hui, en fait, on en trouve à Bruxelles, mais on en trouve aussi à Paris, chez nous, au ministère de l'Agriculture, puisque maintenant, ils ont aussi en charge une partie de la politique agricole. 2028-2034, on est dans la nouvelle proposition de la Commission européenne. Donc, en juillet, elle a fait sa proposition, vous vous souvenez, c'est elle qui a l'initiative, elle a proposé son premier règlement, qui en ce moment est à la négociation avec le Parlement et le Conseil des ministres. Et donc, qu'est-ce qu'elle propose dans cette nouvelle future politique agricole? Elle propose beaucoup de choses, et en partie, une réorganisation du budget de la PAC, où en fait, les États membres auront aussi une marge de manœuvre sur le budget qu'ils vont donner à la politique agricole commune. Ça veut dire que jusqu'à présent, on était sur le contenu, maintenant on rentre aussi sur l'entrée budget. Et ça inquiète un petit peu certaines personnes, parce qu'en fait, aujourd'hui, on avait une politique à peu près commune quand même, et est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des politiques nationales, et puis simplement un cadre commun, et quelle est ensuite la longévité dans combien de temps peut rester ce cadre commun? Parce que est-ce que c'est pas le pied dans la porte vers la renationalisation, alors que la PAC, c'est une politique fondatrice de l'Union européenne? Ça en inquiète un certain nombre. Et les autres questions qu'on peut se poser, c'est la disparité entre agriculteurs, entre États membres, et quelles conséquences? Déjà, quelles conséquences sur la cohérence de tous ces efforts-là? Parce que finalement, en fait, chacun va faire quasiment un peu ce qu'il veut chez lui. Et du point de vue environnemental, quelles conséquences ça va avoir? Puisqu'en fait, tous les États membres n'ont pas forcément des ambitions et des exigences environnementales. Certains un peu moins que d'autres. Et dans ce contexte où finalement l'environnement n'a plus forcément le vent en poupe, ou en tout cas n'occupe plus une place aussi centrale et n'est pas aussi défendu par la Commission européenne, peut-être que ces États membres, ils vont aller vers encore moins d'environnement qu'ils ne le font aujourd'hui. Alors, je vais essayer de ne pas conclure sur une note trop négative, parce que, en effet, le contexte est ce qu'il est. Après, la négociation est en cours, donc est-ce qu'il va y avoir un sursaut de la part du Parlement européen? Parce que souvent, c'est ceux qui défendent le plus une entrée plutôt sociale, une entrée plutôt environnementale. On peut espérer, et puis on compte dessus finalement dans cette négociation qui ne fait que commencer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.